l'aéroport de Nice a une station météo qui, suivant les variables, a débuté entre 1943 et 1946 ou 49, enfin peu importe. C'est-à-dire qu'il a quand même plus de 70 ans de vie. Et donc, il est intéressant d'observer ce qui s'est passé. Là, ça c'est pas de l'extrapolation, c'est pas de la prévision, c'est ce qui s'est passé depuis 70 ans. Et quand on regarde d'abord, je développerai 3 thèmes. Le thème numéro 1, c'est celui de la chaleur, la température. Quand on regarde ces 2 graphiques, on voit certaines choses qui apparaissent immédiatement. La première, c'est que si vous regardez ce qui se passe à partir de 1949, eh bien, vous voyez que pour ce qui concerne les températures, il y a une tendance générale qui est en hausse, indéniable, jusqu'à 2022, puisque je n'ai pas pu prendre 2023, vu que 2023 n'est pas terminé. Mais si on regarde de plus près, on voit 2 autres choses au moins, très facilement. La première, c'est qu'il y a une première période qui dure jusque vers 1980, où en réalité, c'est relativement stationnaire. C'est-à-dire que les températures montent, descendent, varient, mais il n'y a pas de tendance générale à la hausse bien marquée. Par contre, dans la deuxième partie, à partir de 1980 à peu près, on voit que là, la hausse des températures, il s'agit ici de températures moyennes, c'est-à-dire, et vous voyez que ces températures moyennes montent nettement plus fort à partir des années 80. Mais on pourrait ensuite retrouver des endroits où ça se calme un petit peu, enfin, c'est toujours pareil. Et j'en arrive donc au deuxième constat, c'est qu'en fait, la variabilité est phénoménale. C'est-à-dire qu'il y a de grandes différences entre une année et l'autre. Il y a des années qui se ressemblent et d'autres qui ne se ressemblent absolument pas. On peut avoir des très grands écarts. Regardez dans les années 80, on a 2,5 degrés d'écart ou presque entre une année et la suivante. Mais celle qui est précédente, elle est pratiquement la même. Donc ça varie beaucoup. Et on ne peut pas savoir ce qui se passera l'année prochaine en regardant ce qui s'est passé cette année. Ça, la tendance, c'est qu'en gros, on a pris plus de 2 degrés, à peu près, en 70 ans. Mais, attention, mais, l'aéroport de Nice est situé au bord de la mer, la station est au bord de mer, mais elle reçoit aussi, pendant la nuit en tout cas, disons, des masses d'air qui ont survolé une zone de plus en plus urbanisée, c'est-à-dire la vallée du Var. La vallée du Var, il y a 50 ans, il y avait que des cultures. Aujourd'hui, il y a des maisons, il y a des immeubles. Il y a donc un effet de ce qu'on appelle îlot de chaleur urbain, qui n'est pas du tout centré sur cet endroit-là, mais qui existe, c'est-à-dire qu'il y a un dégagement de chaleur, pour des tas de raisons dans lesquelles je n'ai pas le temps de rentrer, et ce dégagement de chaleur, donc, qui affecte les masses d'air qui survolent le nord de Nice, le nord plus exactement de la vallée du Var, eh bien, arrive jusqu'à la station. Donc ici, il y a un effet indéniable de changement climatique, plus un effet urbain de réchauffement qui s'ajoute à ce qu'on voit. La carte du bas, le graphique du bas, montre qu'il y a suivant les mois, les hausses de température ne sont pas les mêmes. D'abord, première idée, ce sont surtout les températures nocturnes qui chauffent le plus, qui se réchauffent le plus. Les minimales se réchauffent plus vite que les maximales. Et la deuxième idée, c'est que c'est plutôt l'été qui est de plus en plus chaud, plus que l'hiver. Bon, ça, on le voit très très bien, et en particulier ce qui se passe au mois d'août. Voilà pour la première diapo. Si je regarde le second thème, on arrive à la pluie et à la sécheresse à Nice, Nice aéroport. Et là, ce qu'on voit, c'est encore plus impressionnant que ce que je vous ai montré. D'abord, en haut, vous voyez les précipitations annuelles, c'est-à-dire le total des pluies de chaque année. Ça se compte en millimètres. Ceux qui préfèrent compteront en litres par mètre carré, c'est comme vous voudrez. Et là, vous voyez qu'il y a une variabilité qui est encore plus impressionnante. Vous voyez qu'en 2014, on a le maximum connu depuis qu'on fait des mesures, 1266 mm de pluie au total, et en 2007, 7 ans avant, on a 318 mm, c'est-à-dire qu'on a le quart. Autrement dit, d'une année à l'autre, et vous le voyez très bien, c'est pas la peine d'insister dessus, vous voyez que ça varie très fortement. Et ça, c'est très important de s'en souvenir, car là encore, vous regardez que jusque vers 1980, en fait, ça change, mais c'est relativement stable, et que depuis 1980, tout se passe comme si tout l'ensemble des pluies avait diminué massivement, même si la tendance n'est pas tellement à la baisse non plus.
Mais le total, évidemment, si on colle les deux périodes, jusqu'à 1980 et après 1980, il y a indiscutablement une diminution des précipitations. C'est-à-dire que donc, la ressource en eau peut être évidemment affectée par ce phénomène. Et vous voyez qu'en gros, la tendance vous donne près de 900 mm de pluie au début de la période, c'est-à-dire au début des années 50, et là, on est descendu à 700 mm. Donc il y a une décroissance indiscutablement de la pluie. Et j'ai croisé cela dans le graphique du dessous avec les périodes sèches à Nice. Alors évidemment, la sécheresse, c'est un phénomène qui est très compliqué à expliquer et surtout même à décrire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un choix ici. Je compte comme relativement sec, et ça n'a pas de sens pour l'été, puisque l'été c'est normal. Je vous rappelle qu'il ne pleuve pas en été. Hein. Il y en a qui pleurent aujourd'hui. Ah, mais l'été a été sec, mais c'est normal. Le climat méditerranéen, c'est un climat où il ne pleut pas l'été. Donc c'est anormal même qu'il pleuve en général. Donc 30 mm en été, c'est beaucoup. Enfin, c'est à peu près un peu plus que ce qui tombe normalement, en moyenne. Mais par contre, dans tous ces mois secs, il y a aussi les mois d'hiver et de toutes les saisons. Et ce qu'on voit, puisqu'on prend les mois d'été, mais aussi ceux d'hiver et donc tous les mois de l'année, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation des mois secs. Vous voyez que dans les années 50, on se situe entre 3 et 5 mois secs par an. Et puis là, ben, vous voyez qu'à partir des années 80, là encore, eh bien, on commence à se situer plutôt entre 4 et 7, 8 mois par an. Au passage, on voit que l'année 2022, qui a été tellement médiatisée, n'est pas une année phénoménale en tant que telle du tout, puisqu'il y a il y a 4 autres années où il y a eu autant de mois secs. Et ce n'est pas non plus l'année du record de pluie. Vous le voyez d'ailleurs très bien dans le graphique du haut. Par contre, ce qui est assez exceptionnel, c'est le fait qu'on a 2 années de suite qui sont sèches. C'est-à-dire l'année 2022 et l'année 2023, et je parle surtout des hivers et du printemps. Ça, c'est original. Et c'est ça qui pose problème d'ailleurs pour une nappe phréatique. Dommage que Thomas Lebourg ne soit pas là. Je ne pense pas qu'il m'aurait dit le contraire. Mais il est évident que quand vous avez une année un manque d'eau et puis que l'année suivante ne vient pas compenser, ben ça fait 2 années de suite un manque d'eau. Ensuite, troisième et dernière diapo. Et alors là, autant je suis complètement d'accord devant l'évidence que la température augmente et que les précipitations globalement diminuent, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on dit que systématiquement les pluies extrêmes, c'est-à-dire celles qui engendrent des crues, sont en augmentation. Ça dépend des endroits. Et je vous donne l'exemple de Nice, aéroport en haut. Voici les pluies maximales tombées en 24 heures pour chaque année à Nice. Donc, pour chaque barre, si vous voulez, de cet histogramme, vous avez le total de pluie tombé en une journée, en 24 heures. Et on a pris pour chaque année le total le plus élevé. Bien, vous voyez qu'il n'y a pas de tendance du tout à l'augmentation. Donc, le coup de dire on va avoir des pluies phénoménales de plus en plus fortes, ça se passera peut-être, mais en tout cas, pour le moment, ça ne s'est pas passé. Ce qu'on voit, c'est qu'à Nice, par exemple, le maximum, c'est dans les années 80, avec plus de 225 mm de pluie, ça fait quand même beaucoup, dans la journée. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'augmentation nette du tout. Si par contre je prends Saint-Martin-Vésubie, et je prends la station qui n'a pas été emportée par la crue, une station de Météo France, comme les autres d'ailleurs, eh bien on s'aperçoit que là il y a un phénomène totalement extraordinaire, puisque vous voyez que, même chose, les pluies maximales de chaque année, aussi entre 50 et 150 mm de pluie, dépassent une fois 200 mm, et d'un coup, on a ce monstre, puisqu'on atteint 513 mm en 2020, le 2 octobre. Et là se pose quand même une question de sémantique. Vous avez ici, en bas, 2 tendances. La première tendance, c'est celle qui est en rouge et qui vous donne la tendance d'augmentation des pluies maximales avant 2020. Vous voyez que ça monte très légèrement. Très légèrement. Alors qu'à Nice, c'est stable. Si vous prenez évidemment 2020, l'ajustement mathématique fait qu'on a une courbe noire qui monte, ça monte un peu plus.
Mais en fait, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'en fait, on a ici un phénomène totalement hors norme, qui n'a rien à voir, qui ne fait même pas partie de la même population statistique. Et en ça, je ne vois pas comment on peut dire que c'est lié au changement climatique. Parce que tout simplement, un changement climatique, une tendance, eh bien oui, ça se reproduit, tel phénomène, il fait de plus en plus chaud, c'est de plus en plus sec, d'accord. Mais là, c'est pas ça. On a des choses qui varient, d'accord, on voit bien, et on a un monstre qui n'a rien à voir. Moi, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire que ça fait partie du changement climatique, et ceux qui le disent, parce qu'il y en a, je trouve qu'ils exagèrent, parce que ça, c'est pas factuel. C'est une hypothèse qu'on peut avoir. J'aimerais bien qu'on ait des arguments pour le dire. On peut aussi trouver des arguments pour dire que ça n'est pas forcément lié au changement climatique. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura l'année prochaine une tempête Alex. Parce que les durées de retour, j'ai travaillé quand même pas mal de temps là-dessus, les durées de retour, c'est-à-dire la probabilité qu'un phénomène pareil se reproduise, c'est plus que 1000 ans. Ça aussi, suivant les modes de calcul, parce qu'il y a plusieurs modes de calcul, c'est plutôt du genre entre 1000 et 5000 ans. Alors ça peut très bien se reproduire l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais ça veut dire qu'en moyenne, ça ne se produira pas pendant très longtemps. Donc, il ne faut pas dire que ça, c'est la norme à venir. Ça, c'est pas vrai. Alors, pour terminer, je voudrais dire que ce qui devrait quand même ressortir de tout ça, c'est qu'il ne faut pas confondre la variabilité et le changement climatique. La variabilité, c'est le fait que ça varie fortement d'une année à l'autre pour des tas de raisons, et qui sont connues ou pas connues d'ailleurs, et que le changement climatique, lui, il est indéniable, mais qui n'affecte pas tout de la même manière, et surtout localement. Il y a des endroits où les précipitations maximales en 24 heures augmentent, et d'autres où même elles diminuent, alors que par contre les températures augmentent partout. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est cette variabilité, et je dirais 2 mots sur le risque, parce qu'évidemment, qui dit variabilité dit phénomène extrême. Et les phénomènes extrêmes, que ce soit les températures records, que ce soit les pluies records en 24 heures, ce sont des phénomènes qui sont destructeurs, très souvent, ou en tout cas nocifs, ne fût-ce que pour la santé humaine. Je pense que tout à l'heure, on en parlera. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut arrêter de penser qu'on va pouvoir vivre, qu'on va essayer de vivre dans un risque zéro. Ça n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Quand vous regardez les risques naturels dans les Alpes-Maritimes, toutes les communes sont affectées potentiellement par 4 ou 5 risques différents. Que ce soit les pluies extrêmes, les incendies de forêt, les avalanches en montagne, les glissements de terrain, les crues. Tout ça, ça existe partout, mais à des degrés plus ou moins importants. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il faut s'adapter au risque, tout en essayant de le diminuer. Parce qu'on peut imaginer que des gens habitent dans des maisons qui seront peut-être tous les 10 ans ou 20 ans, on va dire, inondées de 20 cm. Ce qu'il faut, c'est de leur dire. C'est ça qu'il faut faire. Mais il ne faut pas leur dire, on vous interdit partout de construire, parce que sinon, si on fait comme ça, qu'on veut construire nulle part, là où il y a un risque, eh ben, vous allez vider pratiquement la totalité du département des Alpes-Maritimes de sa population. C'est ça qu'il faut comprendre. Merci. Donc, je termine en disant qu'il y a un changement, il faut travailler à essayer de le réduire, ça c'est parfaitement clair, il faut s'y adapter, mais il ne faut pas faire de catastrophisme systématique. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc nous allons poursuivre cette Nous allons continuer d'être factuels avec Olivier Chanel, économiste, directeur de recherche. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Donc, moi en tant qu'économiste, je ne vais pas tellement parler localement des effets du changement climatique, puisque ce que je veux dire c'est valable pour le monde entier. Donc il peut y avoir des études effectivement sur la tempête Alex et des chiffrages économiques et dire qu'environ 1,7 milliard d'euros de pertes matérielles et potentiellement humaines, si on quantifie les décès, ont lieu lors de cet événement. Et je vais plutôt procéder en 3 temps. Premièrement, donner un panorama de ce qui doit être valorisé, ce qui entre dans le champ de l'économie lié aux impacts du changement climatique,
Dans un deuxième temps, comment on peut le valoriser et classifier ces différents effets. Et troisièmement, donner des généralités d'un point de vue économique sur le changement climatique et le coût de l'adaptation, le coût de limitation des effets. Donc si on commence avec la pollution de l'air en général, il va y avoir d'un côté des effets en termes de changement climatique et de l'autre côté, même si ce n'est pas le centre de la discussion, des effets associés à la pollution de l'air local, les deux étant liés par le fait que les principaux émetteurs sont les mêmes, ce sont les ressources fossiles et la combustion de ressources fossiles qui va à la fois affecter le changement climatique et la pollution locale. Donc si on commence par le changement climatique, je vais représenter en bleu ce qui concerne les mers et océans. Donc les impacts sont acidification des océans, réduction des ressources marines, et ici ça entraîne des pertes de rendement en termes de ressources halieutiques, les algues éventuellement, donc un impact sur l'alimentation. En violet, je vais représenter les blocs qui doivent être valorisés, qui peuvent être valorisés d'un point de vue économique. Ensuite, sur Terre, nous avons, comme on l'a dit déjà, une montée du niveau de la mer, des précipitations et des températures extrêmes avec une variabilité, comme on vient de le voir clairement, qui va entraîner des inondations, des feux de forêt, des sécheresses et des vagues de chaleur, avec une fréquence plus ou moins importante selon les lieux du globe. Localement, ici, on est concerné pas mal par les inondations et le sécheresse, vagues de chaleur, feux de forêt un peu moins. Donc ceci va entraîner une dégradation du bâti, donc dégradation des bâtiments publics ou privés, donc qui sont potentiellement assurés ou non. Il va y avoir également des impacts sur les pertes de biodiversité, les atteintes aux écosystèmes et l'augmentation des nuisibles en général, et ceci va affecter l'alimentation également, ainsi que les ressources forestières. Il y a aussi des effets sur le tourisme, que ce soit par le fait que des touristes peuvent être pris dans des événements catastrophiques de type feu de forêt, inondations, ou subir des vagues de chaleur, mais aussi de la répartition des touristes. Localement, ici, il y a des stations de ski dans l'arrière-pays, il y a un tourisme balnéaire. Si jamais, à l'horizon 2100, il y a 3 ou 4 degrés de plus que par rapport à l'ère pré-industrielle ici dans la région, peut-être que les gens décideront d'aller ailleurs qu'au bord de mer et que la période d'utilisation des stations de ski sera très réduite, voire impossible. Donc là, ça va entraîner des effets sur le tourisme. Alors maintenant, en bas, je vais vous présenter les effets, les impacts sanitaires. Donc dans la deuxième partie de la discussion, il va y avoir des présentations autour de ce thème-là, mais c'est aussi relié d'un point de vue économique, puisque les feux de forêt, les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur entraînent des décès, des épisodes morbides, c'est-à-dire des hospitalisations, des consultations, tant pour la santé physique que pour la santé mentale, auxquels on peut ajouter éventuellement les effets traumatisants de personnes qui ne sont pas directement touchées, mais qui ont assisté à des phénomènes traumatisants, des inondations, qui ont vu des personnes emportées par les flots, donc il y a des impacts en termes de santé mentale. Il y a maintenant des impacts sanitaires que j'appelle indirects, qui sont liés aux pertes de rendement agricole, donc il peut y avoir de la malnutrition, des maladies infectieuses qui se développent plus facilement, et dans des lieux dans lesquels on n'était pas habitué à les voir. Et enfin, c'est à la fois ces événements sur Terre liés aux inondations, feux de forêt, sécheresse, vagues de chaleur et les pertes de rendement vont entraîner des déplacements environnementaux, qu'on appelle parfois réfugiés climatiques, mais je crois que le terme le plus approprié est déplacements environnementaux, ainsi que des conflits, et ceci va générer des impacts sanitaires associés en termes de déplacement des populations et en termes d'importation de maladies, encore dans des lieux qui n'existaient pas. Donc là, on a un panorama de ce qui concerne les effets associés à la pollution de l'air qui résultent, qui se traduisent par le changement climatique. Ensuite, et ce sera plus bref, il y a aussi des effets en termes de pollution atmosphérique locale. Donc on peut là encore les relier à la dégradation du bâti, puisque c'est de moins en moins vrai. Il y a quand même une dégradation des bâtiments avec un encrassement avec des particules fines ou alors avec des réactions chimiques en termes d'acidification qui peuvent dégrader certains matériaux. Il y a des effets sanitaires directs, donc là encore on entend parler avec l'impact de la pollution de l'air sur la santé physique essentiellement. Il y a aussi des impacts en termes de perte de biodiversité, d'atteinte aux écosystèmes et d'augmentation des nuisibles. Donc là, si on remet l'ensemble du panorama, on voit chacun des blocs, et en particulier ceux qu'on va devoir valoriser qui sont en violet. Et il y a des interactions ici entre changement climatique et pollution atmosphérique locale. D'une part, comme je l'ai dit, parce que les principales sources sont communes,
mais d'autre part parce que il y a la pollution atmosphérique locale influence le changement climatique. Alors il y a divers canaux, je ne sais pas si on en viendra au cours de la discussion. Globalement, ça a un effet légèrement, si on suit la plupart des modèles, rafraîchissant. Légèrement. Il y a aussi des effets par le fait que l'impact de la pollution de l'air est affecté par le niveau des températures. Donc il y a une relation qui est non linéaire, et donc l'impact de la pollution de l'air suit une espèce de courbe en U en fonction des températures. Donc plus les températures augmentent, plus on sera dans les extrêmes vers la droite, et donc plus les effets seront plus importants sur additifs. Donc maintenant, je vais conserver uniquement les parties à valoriser et je vais les classifier en deux catégories principales. Donc on s'intéresse aux impacts économiques parce qu'on est sur Terre, donc c'est une approche anthropique, et tout va passer par le fait que ça va affecter notre bien-être. Le changement climatique va affecter notre bien-être soit sur la droite directement via les effets sanitaires, soit sur la gauche indirectement via des variables d'environnement qui elles-mêmes vont affecter notre bien-être. Si je ne peux pas aller skier, donc ce n'est pas un effet sanitaire, mais par contre mon utilité, mon bien-être va être affecté si j'aime skier parce que je pourrais moins skier ou je devrais aller plus loin ou je devrais payer plus cher. Donc on va classifier ces différents, répartir ces différents blocs entre ces deux types d'effets. Alors on va mettre du côté effet indirect les pertes de biodiversité, atteintes aux écosystèmes, augmentation du nuisible, dégradation du bâti, les pertes de rendement en ce qui concerne l'alimentation et les ressources, les effets sur le tourisme, et du côté des effets sanitaires, l'ensemble des trois que j'ai présentés, et que je vais légèrement réorganiser en coûts directs et coûts indirects. Donc les effets sanitaires en général, quelle que soit leur cause, sanitaire direct, sanitaire indirect ou associé, recouvrent les coûts d'hospitalisation, des coûts de consultation, des coûts de traitement et la valorisation d'un décès. Donc là, c'est quelque chose avec laquelle nous, économistes, on est habitués, mais la plupart des gens sont un peu heurtés par le fait que parfois, dans les analyses, il y a une valorisation de l'évitement d'un décès. Donc il ne faut pas le voir comme une valeur qui est donnée à une vie identifiée avec certitude et qu'on va chercher à sauver. Il faut le voir comme globalement le consentement à payer d'une population, à payer chaque année, mettons, pour réduire la probabilité de décès dans cette population d'une petite fraction. Combien la société est prête à investir dans le transport, à investir dans la sécurité industrielle, investir dans le nucléaire, pour réduire la probabilité de décès d'une personne statistique non identifiée d'une petite fraction. Ensuite, on a des coûts indirects qui ne sont pas directement associés aux effets sanitaires, mais qui résultent de ces effets sanitaires, les pertes de production. Si vous êtes hospitalisé, vous ne pouvez pas aller travailler, ou si vous avez une maladie de long terme, donc une maladie chronique, vous pourrez s'hospitaliser pendant de nombreux jours. Les aspects psychologiques, la douleur, le désagrément, la gêne, les effets induits, visite de proches, temps passé quand vous êtes à l'hôpital, tout ceci peut être valorisé puisque ça peut être aggravé par les conditions, par l'augmentation des effets du changement climatique sur la santé. Et enfin, je vais les regrouper en ce qui relève du non-marchand et ce qui relève du marchand. Donc, ce qui relève du marchand, ce sont des prix ou des tarifs dans le domaine médical. Donc là, on peut les observer sur un marché, par définition. Et ce qui relève du non-marchand, ce sont des choses qui ont une valeur, mais cette valeur, pour pouvoir mettre un chiffre dessus, il va falloir procéder par des moyens indirects. On ne peut pas s'appuyer directement sur le prix obtenu sur un marché, mais il va falloir exploiter des marchés de façon indirecte ou créer des marchés fictifs sur lesquels on va présenter un choix aux individus en leur demandant combien ils sont prêts à payer pour avoir telle alternative plutôt que telle autre. Et en fonction de leur consentement à payer pour améliorer leur bien-être, on va déduire une valeur et donc pouvoir valoriser ce non-marchand. Donc là, nous avons ce qui relève du marchand, c'est la dégradation du bâti, puisqu'on peut chiffrer le coût de reconstruction, ou on peut chiffrer les coûts d'assurance pour reconstruire. Les pertes de rendement, l'alimentation, les ressources forestières, il y a des marchés alimentaires mondiaux, il y a des marchés pour le bois. Les effets sur le tourisme, c'est pareil. S'il y a moins de personnes qui se déplacent dans le milieu touristique, les restaurateurs, les hôteliers, les activités qu'il y a autour de ceci vont avoir une perte de chiffre d'affaires. Donc là, on peut le chiffrer grâce au marché. Et ensuite, le non-marchand, donc ce qui est perte de biodiversité, atteinte aux écosystèmes et augmentation des nuisibles, il va falloir trouver des moyens indirects de le valoriser.
Et enfin, pour les effets sanitaires, si je dépasse valorisation d'un décès et perte de production, on a les effets marchands, donc il y a des tarifs médicaux, des tarifs de consultation, des salaires moyens, donc là on peut les chiffrer assez facilement. Et ensuite, pour valoriser un décès ou valoriser les aspects psychologiques associés au domaine sanitaire, il va falloir procéder de façon indirecte. Donc je ne sais pas si on reviendra sur les principales méthodes qui permettent de le faire, peut-être au cours de la discussion, mais je vais passer ensuite maintenant à quelques données économiques sur le changement climatique qui sont valables au niveau mondial. Donc globalement, ce sur quoi les économistes sont d'accord, c'est que la richesse nationale, donc le produit national brut de tous les pays, sauf le Canada et la Russie, va être affecté négativement par le changement climatique. Donc le Canada et la Russie, qui sont des territoires immenses, et essentiellement sous des latitudes élevées, vont bénéficier de périodes de dégel et donc de cultures potentiellement plus importantes, ce qui va leur permettre d'avoir une activité agricole plus importante. Cela va être l'Afrique et l'Asie qui vont supporter les pertes économiques les plus importantes. Là, c'est en partie du fait de la démographie, et puis localement de leur positionnement géographique, qui fait que les effets du changement climatique sont un peu plus importants autour de l'équateur. Globalement, on considère que les effets sanitaires et agricoles vont représenter environ 80% des impacts totaux. Là encore, c'est au niveau mondial. Donc, au niveau local, il faudrait mener des études spécifiques pour pouvoir chiffrer, en s'appuyant sur des modèles climatiques avec une grande variabilité, en s'appuyant sur les effets estimés par les collègues. Nous, économistes, on arrive complètement en aval. On va essayer de mettre des chiffres le plus proches possible de la réalité sur cet effet. Donc 80% pour effets sanitaires et agricoles, et le tourisme, l'effet sur le tourisme, l'énergie, les événements extrêmes et les impacts sur les zones côtières, en particulier la bande littorale des Alpes-Maritimes, représenteraient environ 20%. Bon, globalement, on considère qu'une augmentation de 2 degrés de la température moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle entraînerait une baisse du PNB annuel entre 1 et 3%. Et selon les modèles, jusqu'à 5 à 6% à partir de 2050, c'est-à-dire que chaque année, les pertes liées aux effets sanitaires, agricoles, le tourisme et l'énergie vont représenter entre 1 et 3% du PNB mondial, qui est environ 100 000 milliards de dollars. Pour une augmentation de 4 degrés, donc c'est un peu plus incertain encore, parce qu'on est plus éloigné de la situation actuelle. Donc les modèles, en général, considèrent que ça entraînerait un impact de l'ordre d'une perte de 10% du PNB par an à partir de 2005. Donc maintenant, que faire pour éviter ces effets, ces diminutions du PNB? Donc là, je prends le PNB. Moi, je ne suis pas un défenseur du PNB dans l'absolu. C'est très bien pour valoriser les effets marchands, parce qu'on a des prix, des tarifs. Par contre, ça loupe tout ce qui est associé au non-marchand. Donc moi, dans mes travaux, je cherche à œuvrer pour remettre le non-marchand dans l'analyse et pour montrer qu'il ne faut pas se contenter uniquement des impacts marchands. Parce que si on caricature, à la limite, s'il y a une inondation énorme chaque année, que les assurances payent, ben ça fait du PNB et ça augmente le PNB artificiellement. C'est complètement absurde. Donc, ce qu'il va falloir faire, et là les économistes sont assez d'accord, c'est que globalement, les mesures de limitation du réchauffement vont être insuffisantes. On voit les trajectoires qui sont prises, même s'il y a une variabilité, il y a une trajectoire, il y a une inertie énorme des systèmes terrestres et atmosphériques et marins qui font que ça ne peut pas s'arrêter en quelques centaines ou milliers d'années. Enfin, moi, j'ai vu qu'il faudrait plusieurs milliers d'années pour que la mer arrête de monter, même si on stoppait aujourd'hui toutes les émissions d'équivalent CO2, d'équivalent CO2. Donc, les économistes, plus ou moins, alors là, c'est plus discuté, sur la limitation, ils considèrent qu'il faudrait investir chaque année de 1 à 3% du PNB mondial pour réduire de 25% les émissions de CO2 par rapport à 2015. Vous voyez un petit 7. Pour l'adaptation, ils sont quand même plus d'accord, il y a quand même un plus grand consensus pour dire que si on investit de 0,2 à 1% du PNB mondial par an, on pourrait éviter la moitié des dommages attendus du changement climatique et dans le même temps bénéficier de potentiels co-bénéfices. C'est-à-dire, par exemple, si on isole mieux les bâtiments, on va non seulement gagner parce qu'il va falloir moins d'énergie pour les chauffer ou les climatiser, mais en même temps, il va y avoir des gains sur le confort des individus, des gains en termes sanitaires avec des logements plus aérés, donc moins de maladies liées aux moisissures, de problèmes respiratoires. Donc, dans pas mal de domaines, il y a des co-bénéfices qui font que
c'est une stratégie qui est intéressante. Donc, globalement, il faut poursuivre les deux voies, c'est-à-dire à la fois œuvrer pour limiter les émissions et en même temps se préparer, je dirais, tant que l'énergie n'est pas encore trop chère, l'utiliser pour s'adapter dans le domaine agricole, s'adapter dans le domaine de l'organisation de nos vies au quotidien, pour limiter les impacts attendus du changement climatique. Merci. Merci beaucoup, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc moi je suis médecin hospitalier, infectiologue au CHU de Nice. Je suis aussi chargée d'enseignement sur la médecine environnementale. Créée il y a quelques mois maintenant, avec certaines personnes qui sont dans la salle, une association Santé Environnement 06. C'est à ce titre que je suis là ce soir notamment, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur notre région par rapport à ces liens entre la santé et l'environnement. Alors avant de commencer ce que j'ai à dire, je me suis beaucoup posé la question de savoir quelle posture adopter, parce que je sais que c'est vraiment un enjeu compliqué. Comment est-ce qu'on va parler d'écologie? Comment on va parler d'impact? Et je suis finalement assez contente que Pierre ait choisi le côté factuel que je vais avoir aussi, car je suis une scientifique, mais factuel rassurant d'un certain côté, parce que je dois vous dire que je ne vais pas du tout vous dire la même chose. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le discours d'Arthur Keller qu'il a fait à HEC il y a 2 mois, peut-être, pour la rentrée, ou 1 mois. Je vous engage à le regarder, parce que je crois qu'il est disponible. Et moi, c'est plutôt comme ça que je vais aborder les choses, parce que, en tout cas, je vais essayer de vous montrer comment on ne peut pas s'intéresser au climat sans avoir aujourd'hui la conscience qu'il y a des choses extrêmement urgentes et compliquées à mettre en œuvre, mais qu'on peut le faire, si on le fait tous, et qu'il faut vraiment parler de tout ça. Donc voilà un petit peu comment je vais proposer de parler de l'impact santé-climat, et je vais prendre la phrase d'Antonio Guterres, que vous avez peut-être entendu il y a une semaine, quand il a introduit l'ouverture des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Nous venons d'ouvrir les portes de l'enfer en raison de notre addiction aux énergies fossiles. » Alors l'addiction, c'est du domaine de Martin, hein, c'est de la psychiatrie, je ne vais pas vous en parler, il en parlera. Mais en tout cas, quand Antonio Guterres ait dit qu'on est en train d'ouvrir les portes de l'enfer, encore une fois, hein, ce n'est pas pour faire plaisir qu'il faut faire peur, c'est juste pour se remuer suffisamment pour faire quelque chose. Donc si vous voulez bien, on va regarder sur ce schéma-là un certain nombre de choses. Donc vous voyez, en fait, c'est une espèce de flèche comme ça qui tourne. On la commence où on veut. J'ai envie de la commencer là. Quel est l'impact du climat sur la santé humaine? Alors on va regarder d'abord l'augmentation des niveaux de CO2. Alors, le CO2, en fait, c'est simplement, comme les gaz à effet de serre et les polluants, la traduction que nous utilisons des énergies fossiles, et que c'est ces énergies fossiles qui sont à l'origine du réchauffement climatique. Mais on va simplement regarder ce que ça fait au niveau de la santé. Donc moi, je suis médecin, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, toutes les maladies chroniques augmentent de façon vraiment importante, et qu'elles ne touchent pas que les personnes âgées, et que malheureusement, aujourd'hui, les maladies chroniques, elles touchent beaucoup les enfants. Vous en avez peut-être entendu parler, avec beaucoup de problèmes sur le santé mentale, la santé physique, etc. Et donc, on sait que les niveaux de pollution, les niveaux de particules fines, puisque c'est de ça dont il s'agit, on les remarque peut-être pas forcément dans la nature. On va se dire, mais il y a 100 ans, les choses étaient plus polluées, on sentait le charbon, il y avait du charbon, il y avait de la suie. Aujourd'hui, on ne voit pas tout ça parce que ces particules deviennent de plus en plus fines, et même ultra fines. Donc elles vont pénétrer dans notre système sanguin, dans nos muqueuses, dans notre corps, et elles vont aller donner une inflammation modérée, mais qui va toucher tous les organes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit une augmentation des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, des cancers, des démences. Malheureusement, c'est une litanie qui n'est pas très agréable à entendre, mais qui est en lien en partie avec cette augmentation de pollution. Alors, est-ce que la ville de Nice est polluée, puisqu'aujourd'hui on parle des Alpes-Maritimes? La réponse est oui. Et donc, je vous ai mis donc une courbe ici, qui est la courbe des PM2,5 à Nice, où on voit que depuis de très nombreuses années, ça ne change pas, en tout cas dans le bon sens. Et ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'on est très très au-dessus des normes qui sont proposées aujourd'hui par l'OMS comme étant celles qui permettraient de protéger les gens par rapport à la qualité de l'air. Alors, on n'est pas les seuls, hein. Effectivement, l'OMS dit qu'il y a 99% des gens
qui sont soumis à une qualité de l'air défavorable à leur santé. D'accord, ce n'est pas une raison pour ne pas faire quelque chose, puisque la plupart du temps, c'est les transports qui sont dus à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme effet du réchauffement climatique? Eh bien, il y a le risque épidémique. Je vais juste le citer là parce que je vais vous faire une diapositive centrée là-dessus. Risque épidémique qui est dû donc à l'augmentation de cette chaleur, qui est dû au fait que les vecteurs, notamment insectes, qui sont à l'origine de la transmission de maladies infectieuses, s'installent sur notre département, mais aussi la résistance bactérienne aux antibiotiques, je vous en dirai un mot. Un autre polluant, mais qui est lié directement aussi à la chaleur, c'est l'ozone. Vous savez sans doute que l'ozone, il est dû à la combinaison du NO2 et de l'oxygène. Et donc, en fait, ça va donner du O3. Et donc, ça va permettre de toucher, d'irriter un certain nombre de muqueuses. Vous allez me dire, c'est pas trop grave. Oui, c'est vrai, les bronchites, les conjonctivites, tout ça. Mais on sait aujourd'hui aussi que c'est lié à des maladies plus graves, et notamment les maladies cardiovasculaires, les infarctus, etc. Il y a beaucoup d'ozone chez nous, notamment l'été, et notamment dans l'arrière-pays, où il y a aussi une atteinte non seulement des hommes, mais des végétaux, puisque vous savez que l'ozone était responsable du dépérissement des forêts de l'arrière-pays avec le jaunissement des feuilles. Alors maintenant, la chaleur en tant que telle, on a déjà un peu abordé qu'il faisait effectivement de plus en plus chaud. La chaleur, c'est important à prendre en considération, mais il faut savoir aussi la corréler au niveau d'humidité. Plus il y a de l'humidité, plus la chaleur est difficile à supporter. C'est l'indice humidex qui nous dit qu'effectivement, c'est important de prendre ça en considération. Qu'est-ce que ça donne la chaleur sur le plan de la santé? Quand elle est modérée, ça donne des maux de tête, des courbatures, on n'a pas beaucoup de concentration, on est fatigué, donc pour les enfants, les apprentissages ne sont pas faciles, etc. Mais on arrive petit à petit aux canicules, donc canicule, 70 000 morts en Europe en 2003, 70 000 morts là en 2022, toujours en Europe. Ça touche plutôt les sujets âgés, les sujets fragiles, les enfants, etc. Mais c'est quand même quelque chose de très important. Et sachez qu'il y a des pays, notamment au Brésil, où il y a tellement de difficultés pour les travailleurs à travailler dans un milieu très chaud, qu'il y a des maladies rénales qui s'installent, très graves. Il y a une épidémie de jeunes hommes dans ces pays-là dialysés, parce qu'ils ont perdu leur rein à cause de la déshydratation en lien avec la chaleur, que c'est un problème de santé publique qu'ils n'arrivent plus à résoudre. En fait, ce sont des gens souvent qui vont travailler aussi dans les pays du Golfe et puis qui reviennent après chez eux quand malheureusement leur rein est bousillé. Donc ça, c'est un petit peu pour dire tout ce qui peut se passer au niveau de l'augmentation de la température. Maintenant, il y a effectivement les événements météo extrêmes. Bon, a priori, quand même, on a l'impression qu'il s'en passe beaucoup, même si c'est peut-être difficile de savoir si vraiment ils sont en lien avec ça. J'ai l'impression quand même qu'on a été bien servi cet été. Toujours est-il que ça va occasionner un certain nombre de problèmes de santé, notamment des blessures, des décès, un retentissement psychologique dont Martin va vous parler. En tout cas, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte par rapport à la santé, parce que les hôpitaux vont être sollicités par rapport à tout ça, et vous savez que notre système de santé est déjà un petit peu en difficulté. Ensuite, il y a les problèmes de santé mentale, j'en parlerai pas, il y a les problèmes de l'eau. Alors l'eau, il y a plusieurs choses. Il y a la qualité de l'eau, et puis il y a le fait que l'eau va manquer vraisemblablement, ou quelquefois justement être en excès d'un côté et en déperdition de l'autre, pas en insuffisance de l'autre. Mais en tout cas, l'eau, avec la chaleur, elle est aussi le moyen de véhiculer des bactéries, de faire proliférer les bactéries, et c'est un risque infectieux un peu vraiment important dont je vais vous parler plus en détail sur cette diapositive. Est-ce que ce schéma vous parle? Est-ce que vous connaissez un petit peu le symbole de une seule santé? Ou ONES, donc certains dans la salle, oui. Donc globalement, si vous voulez, c'est cette prise de conscience qui est très ancienne, hein. Hippocrate le disait déjà, mais on l'a oublié pendant très longtemps, mais que la santé humaine est vraiment en lien avec la santé des animaux et avec la santé de l'environnement. On en est tous conscients, la Covid, etc. Et alors, si vous voulez bien regarder un petit peu ici, il y a deux éléments dont je vais vous parler en détail. C'est le fait qu'aujourd'hui, les maladies infectieuses, notamment virales, sont la plupart du temps des zoonoses, ça veut dire qu'elles sont transmises par des animaux. Et vous voyez qu'on a représenté deux types d'animaux, moustiques et tiques. Alors, moustiques, effectivement, bon, tout le monde connaît l'Aedes albopictus, ou il y en a d'autres, effectivement, qui peuvent donner ça également. Mais c'est le moustique tigre qui s'est installé dans notre France il y a à peu près 30 ans, venant d'Italie, par le transport aussi, par des pneus, notamment de camions, et maintenant qui progresse au fur et à mesure que le réchauffement climatique progresse aussi, et qui est en train de toucher quasiment toute la France, sauf vraiment la partie du nord de la France. Alors le moustique tigre, il est responsable de la transmission d'un certain nombre de maladies qu'on appelle les arboviroses, notamment la dengue,
le chikungunya, le Zika. Jusqu'à présent, dans notre région, toutes ces maladies-là étaient importées, c'est-à-dire les gens allaient voyager aux Antilles et revenaient avec un chikungunya, une dingue, un truc comme ça. Mais depuis quelques années, on a des dingues autochtones, c'est-à-dire que le moustique, là maintenant, il est infecté par le virus et il le transmet. Alors c'est encore relativement limité. En 2022, il y a eu 50 cas de dingue autochtone. Mais par rapport au fait que quelques années avant, il n'y avait pas du tout, c'est quand même quelque chose qui est important. Il y a eu aussi une maladie assez récemment présente sur le territoire, le West Nile. C'est dû à un autre moustique qui s'appelle le Culex et qui transmet ce virus. Donc il y en a eu à la fois chez nous et il y en a eu en Gironde. C'est la première fois qu'il y a ça. Alors pour vous donner une idée, aux États-Unis, il n'y avait pas de Culex et pas de West Nile jusque dans les années 2000. En 2000, ils ont commencé à avoir une épidémie et maintenant des millions d'Américains ont déjà eu des encéphalites à West Nile. Donc c'est quelque chose qui peut s'installer relativement rapidement une fois que le contexte local s'y prête et que les animaux sont infectés. Et puis le tic, c'est vrai que vous savez peut-être que dans la région, on disait jusqu'à il n'y a pas très longtemps qu'il n'y avait pas de maladie de Lyme, mais aujourd'hui on ne le dit plus, parce qu'il y en a quand même relativement en conséquence. Elles sont dues aussi à ce réchauffement climatique et au fait sans doute que du gibier a été rapatrié sur notre région par les chasseurs. Deuxième problème qui est important à signaler, c'est l'antibiorésistance. Et là, je voudrais vraiment un peu qu'on s'arrête 2 minutes, parce que vous savez sans doute qu'on parle beaucoup de ce phénomène de la résistance aux antibiotiques, et que certains pays, notamment l'Inde et la Chine, sont aujourd'hui passés dans ce qu'on appelle l'ère post-antibiotique. C'est-à-dire qu'il y a tellement de résistance chez eux qu'on ne trouve plus d'antibiotiques pour soigner les gens qui sont infectés dans ces pays-là. Les antibiotiques n'ont que même pas 100 ans, hein, donc ça ne fait pas très longtemps qu'on les utilise. Alors chez nous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans une région où il y a beaucoup de résistance aux antibiotiques? Eh bien, on est dans celle de France où il y en a le plus. On n'est pas non plus à des chiffres catastrophiques, hein, mais on est celle de France où il y en a le plus. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? Alors il y a les causes que vous connaissez tous. Le fait qu'on prend trop d'antibiotiques, nous les humains, ça on le sait, hein, depuis très longtemps. En Europe, on est montré du doigt parce qu'on prend 30% de plus d'antibiotiques que les autres pays européens. Après, il y a la cause animale. Vous savez que dans l'industrie agroalimentaire, ils utilisent énormément d'antibiotiques. Ça va mieux en Europe, ça va mieux en France, mais dans le reste du monde, et notamment dans nos viandes importées, il y en a encore énormément. La troisième cause, c'est la production des antibiotiques, puisque les industries qui sont maintenant localisées en Inde et en Chine fabriquent des antibiotiques, mais malheureusement déversent beaucoup d'antibiotiques dans les rivières, et donc ça crée des bactéries multirésistantes. Donc la production des antibiotiques est à l'origine de la résistance aux antibiotiques. C'est le pompier pyromane, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et puis cet été, il y a 2 papiers fantastiques qui ont été publiés. Il y en a un qui montre que la chaleur est aussi un élément très important de la résistance bactérienne aux antibiotiques. Je vous ai dit tout à l'heure que les bactéries se multipliaient plus quand il faisait chaud, mais il y a aussi plus de transmission des gènes de résistance quand il fait chaud. Et puis un autre qui montre que les PM2,5 sont aussi un véhicule de transport des bactéries et des gènes de résistance. On l'avait déjà un peu évoqué pour la Covid en disant que plus il y avait de pollution, plus les virus étaient un petit peu véhiculés par ça, mais on l'a vraiment montré là aussi au niveau des bactéries. Donc vous voyez que cette antibiorésistance, c'est un vrai problème. La pollution de l'eau aussi permet l'antibiorésistance parce que les microplastiques, les métaux, tout ce genre de choses sont des véhicules pour que les bactéries se mettent et les gènes de résistance. Donc on est dans une situation où on est vraiment très ennuyé au niveau infectiologique par ces problèmes d'antibiorésistance et de maladies vectorielles. Et alors pour terminer avec ma 3e diapo, je voudrais en fait vous projeter un petit peu tout ça sur le plan d'un graphique qui montre comment est-ce que tous ces paramètres peuvent être représentés visuellement alors qu'aujourd'hui on est à 1,5 degré de température. Vous avez comme ça des vecteurs et puis vous avez une façon de représenter les paramètres qui font qu'on est en facilité ou en difficulté pour lutter contre ces différents éléments. Et vous voyez que là on revient à la maladie infectieuse, santé mentale, l'environnement, la qualité de l'air, les infections d'origine hydrique, les coups de chaleur et la malnutrition dont on n'a pas encore beaucoup parlé mais qui sera sûrement quelque chose dans les prochaines années qui nous posera problème puisque les rendements agricoles, peut-être pas en Russie ou au Canada, mais dans certains endroits vont vraiment diminuer et qu'il va sans doute y avoir un problème de rendement. Est-ce que tous ces paramètres-là, vous pouvez
projeter, en tout cas c'est les modèles qui sont proposés par rapport à ces études qui sont faites, que quand on aura 4 degrés d'augmentation de la température, eh ben vous voyez qu'on va être vraiment confronté à des soucis majeurs, notamment en termes de malnutrition, mais aussi un petit peu tout ce que je vous ai montré. Alors ici, à Nice, est-ce qu'on est une zone résiliente? Est-ce qu'on a la possibilité de lutter contre la malnutrition? Ben non, Françoise déjà nous a permis de poser des questions. On a une autonomie alimentaire qui est à 9%. On a une autonomie énergétique qui est à 8%. Donc on est déjà un petit peu en difficulté. Hein. On a un système de santé qui est un peu moribond parce qu'il y a beaucoup de malades et de moins en moins de médecins. Et donc le résultat des cours, c'est comment est-ce qu'on va faire pour lutter contre tous ces éléments qui vont vraisemblablement s'installer dans notre région. Et puis on vous a fait ce soir une soirée qui avait pour prisme le climat. Mais c'était juste un mode d'entrée. En tout cas, moi ce que je voudrais discuter avec vous maintenant, c'est que ce n'est pas que le climat. Le problème qui nous arrive est un problème systémique. Ici, il y a des gens qui sont spécialistes des écosystèmes, peut-être que pour nous en dire un mot. C'est-à-dire que si on n'avait qu'un paramètre sur lequel il fallait lutter, peut-être qu'on pouvait faire des choses. Mais regardez un petit peu ce schéma qui parle des limites planétaires. Vous connaissez un peu cette façon de représenter les choses, c'est-à-dire que nos systèmes de régulation sur la planète ont été divisés en 9 limites planétaires par les Suédois dans les années 2009, et ils étudient comment la Terre, justement, reste en équilibre par rapport à ces différentes limites. Et on sait aujourd'hui que 6 sur 9 limites sont déjà dépassées. La dernière qui a été dépassée, c'est le cycle de l'eau douce, l'eau bleue, l'eau verte, et ça date de cet été. Et donc, au final, on a un problème qui correspond à tous ces éléments-là. On ne va pas tous les prendre les uns après les autres, mais peut-être on va parler un tout petit peu de la biodiversité, le vivant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a 80% des insectes qui ont disparu. On a 60% des autres animaux qui ont disparu. Donc on est devant un problème systémique. Et qu'est-ce qui se passe avec ce vivant et avec ces animaux? Est-ce que c'est la 6e extinction, comme on dit, ou est-ce que c'est la 6e extermination? Parce que finalement, ce n'est pas une météorite qui sont pris sur la tête, hein. C'est uniquement des effets de notre façon, à nous humains, de gérer notre espace, et notamment celui avec les animaux. Donc on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on est vraiment en difficulté par rapport à tout ça. Alors c'est vrai que le tableau est un peu difficile, néanmoins il est important de regarder les choses en face, et je suis certaine que, en tout cas au moment de la conclusion, on trouvera aussi des façons de pouvoir améliorer ce genre de choses, mais pour moi les modifications qu'on doit apporter à tout ça, elles sont absolument urgentes. Ça doit être vraiment de la transformation et pas de la transition, et ça doit s'accompagner effectivement de la mise en lien de toutes les personnes qui sont autour de nous, c'est-à-dire des plus vulnérables avant tout, parce que tout ça, ce qui va se passer là, ça va surtout toucher les plus vulnérables. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bien, peut-être, je pense que le docteur Martin Jaubert insistera sur cet aspect systémique, et nous allons maintenant lui donner la parole. Ok. Donc voilà, merci effectivement, parce que les conséquences du réchauffement climatique sur le psychisme, en fait, elles sont mêlées aux conséquences de tous les autres problématiques qu'on a listées là. Et donc en fait, ça s'ajoute. Donc, effet du changement climatique, en fait, on a déjà évoqué tout à l'heure dans certaines diapositives, il y a des effets directs de l'élévation. Dès qu'il fait plus chaud, il y a plus d'admission aux urgences et il y a des modifications de l'humeur, du comportement, de l'irritabilité, etc. Donc ça, il y a plein d'études qui montrent que la chaleur, en fait, en fatiguant le corps, finit aussi par fatiguer la tête. Les choses sont intriquées les unes dans les autres, et en particulier donc, dans les populations des malades, des gens qui sont soignés pour des troubles, on a une surmortalité dès que la température augmente avec un delta de plus 5 degrés par rapport au normal. On a une mortalité qui est multipliée par 3, ce qui est quand même dramatique, parce qu'en fait c'est la... Donc effet direct de la chaleur sur l'organisme.
l'organisme et sur la psyché. Plus d'irritation, un sommeil dégradé, tout ça effectivement se mêle et on le retrouve, enfin je ne sais pas ce que vous avez vécu cet été, mais bon, beaucoup de gens en fait se plaignaient, non seulement de dormir moins bien et d'être plus irrités, mais en plus ils ne pouvaient plus faire les activités dont ils avaient l'habitude et qui habituellement les apaisent. Pour faire du sport par exemple en extérieur, pour faire tout un tas de choses qui habituellement contribuent à votre santé, de ne plus pouvoir les faire du fait de la chaleur fait que vous allez moins bien. Mais les effets directs sont une chose, il y a, à mon avis, beaucoup plus d'effets indirects. Donc on en a déjà vu énormément, c'est-à-dire que la contribution du réchauffement climatique à l'augmentation en intensité ou en fréquence de phénomènes climatiques extrêmes font que, soit localement, comme on l'a vu avec Alex, ou avec d'autres épisodes de précipitations importantes ces dernières années sur la Côte d'Azur avec des morts, hein, que ce soit Biot, que ce soit en 2020 aussi. 2020 c'était Biot et 2015 c'était Cannes, quelque chose comme ça, ou inversement. Voilà, mon Dieu. Que ce soit localement, mais aussi à travers la télévision, à travers effectivement, on a vu la Grèce cet été, les incendies puis les inondations, le Canada, etc. On est en permanence, en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, abreuvé effectivement de mauvaises nouvelles qui viennent nous impacter doucement, petit à petit, etc. Et qui viennent s'ajouter à une perception qu'on peut avoir quand on va se balader soi-même, effectivement, en montagne, quand on observe effectivement la végétation qui a de mauvaises allures, etc. En fait, ce sont des signaux faibles en fait, qui s'accumulent plus ou moins consciemment et qui font que petit à petit, une espèce de conscience que quelque chose ne va pas grandit. Mais c'est d'abord effectivement les gens qui ont été exposés, parce qu'on dit qu'il y a eu, Alex, c'est 1,7 milliard de dégâts, mais c'est 13 000, voilà, on peut peut-être la première. Pardon, voilà. 13 000 victimes directes de ces intempéries. Et donc, quand vous avez perdu votre maison, voilà, votre voiture, quand votre paysage a été défiguré, quand vous avez perdu des proches, quand voilà, votre activité économique, votre boulot a disparu, etc., dans les flots, en fait, ça crée un traumatisme énorme dont il est difficile de se relever, en fait. Donc, les gens qui ont simplement été témoins de tout ça, aujourd'hui encore, finalement, certains rapportent effectivement qu'ils ne peuvent pas fermer l'œil de la nuit dès qu'il pleut dehors. Et donc, ils gardent en fait, un souvenir très vif de l'épisode. Et quand on a des cauchemars, quand on a des remémorations, quand on devient plus vigilant, quand on a perdu confiance dans le fait que les choses puissent bien se passer, quand on devient finalement anxieux au quotidien et qu'on reste bloqué effectivement dans l'épisode de la catastrophe, donc on parle de stress post-traumatique, et bien en fait la Croix-Rouge évaluerait à entre 20 à 50% d'état de stress post-traumatique chez les survivants de catastrophes naturelles. Donc c'est un problème comme ça là, qui peut devenir important en termes de nombre de gens atteints. Mais tout à l'heure, je parlais d'une chose plus insidieuse finalement, des gens qui ne sont pas directement touchés, mais qui sont touchés de façon indirecte, qui, au fil des mauvaises nouvelles et de leurs observations, finissent par eux aussi développer une sorte d'anxiété anticipatoire, une crainte que les choses se dégradent. Ils ont une préoccupation excessive pour les problèmes écologiques pour la planète, et on parle donc des répercussions multiples chez les gens qui se laissent comme ça gagner par la crainte. Heureusement, notre système, notre psychisme nous protège un petit peu de ça, pour ne pas sombrer dans la panique, pour ne pas voilà, vouloir absolument... Voilà. On va mettre en place des mécanismes de défense qui sont principalement donc, le déni et le rationalisme.
On va, en fonction de biais bien connus, hein, on va essayer d'écouter les gens avec lesquels on est d'accord, on va essayer d'écouter les gens avec lesquels on se ressemble, on va dégrader les arguments avancés par les gens qu'on n'aime pas. On va essayer de se dire, bon, ben non, je peux pas, je suis trop engagé, hein, j'ai des crédits, machin, etc. Il est hors de question que je renonce à mon travail, et puis ma voiture, etc. C'est pas possible, en fait. Et comme c'est pas possible, ben, je peux pas, ça ne peut pas être vrai. Donc le déni, très très fort, permet effectivement de se dire, mais non, tout ça, ça a déjà eu lieu, etc. C'est des paramètres astronomiques, voilà, ça va bien se passer. De toute façon, c'est la faute des Chinois, c'est la faute des Américains, c'est la faute de... bon, donc il y a toujours une bonne excuse pour se dire qu'on ne va pas changer ses comportements, parce qu'en fait, ça implique tellement de changements dans sa vie que c'est impensable. Donc il y a effectivement des gens qui préfèrent aller voir effectivement quelqu'un qui leur raconte des choses rassurantes et des mensonges, plutôt que d'affronter la vérité en face. La vérité, comme on l'a vu hein, tout à l'heure, tu disais effectivement qu'on court après un certain nombre de périls qui se cumulent les uns les autres, et dans un système comme ça complexe, on ne sait pas très bien à quel moment une émergence va sortir, et on peut faire des projections sur 2100, mais j'aime bien la phrase qui dit « toute chose égale par ailleurs », c'est-à-dire qu'en fait, non, c'est-à-dire qu'à une échelle de temps pareille, dans un système aussi compliqué, c'est bien difficile d'avoir un avis. Donc, ça dépend tout de même, il y a des choses qui sont quand même solides, hein, effectivement, les concentrations, et tout à l'heure on a parlé de budget carbone, etc. On sait combien de quantité de carbone dans l'atmosphère serait responsable de combien d'augmentation moyenne de température. Et donc on sait que toute tonne de carbone émise en plus va aggraver potentiellement les choses. Et éventuellement, si jamais on arrive au contraire à réduire, on sait que la catastrophe sera moins grande. Mais on sait que la catastrophe sera là quand même. Parce que là, on a quand même des graphiques qui montrent que la concentration de CO2 et les anomalies de température sont corrélées. Et des gens qui, depuis 50 ans maintenant, hein, 72, le rapport d'Europe, donc ça parlait même pas de climat à l'époque, ça parlait que de pollution, mais aussi de surpopulation, on en parlait, enfin de surpopulation, de population qui augmente, et de limites de croissance dans un système qui est clos, voilà, où on a des limites des ressources qui sont en quantité finie, on ne peut pas avoir une croissance infinie, et donc les modèles de l'époque nous amenaient à un graphique qui amène à une espèce de catastrophe autour des années 2030 ou 2050 en fonction des modèles. Et disons que depuis lors, vu qu'on n'a pas fait grand-chose pour éviter ça, eh bien, les courbes finalement qu'on observe finalement sont à peu près superposables au modèle qui avait été fait par l'équipe Windows pour le club de Rome. Donc quand on voit ça, évidemment, on ne peut que paniquer, et c'est bien naturel en fait. Ça serait quand même bizarre de faire autre chose que de paniquer. Mais, comme on a dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça paralyse. Voilà. Il ne faut pas que ça soit simplement... voilà. Quand on entend effectivement des discours qui voudraient qu'on regarde ailleurs, comment dirais-je, on peut là aussi ressentir de la colère ou de la tristesse ou d'être affligé, etc. Et il ne faut pas s'arrêter à ces émotions, enfin en tout cas il faut accepter de les ressentir et essayer d'en faire l'inventaire, quelles sont les émotions qu'on ressent, etc. Mais on verra peut-être tout à l'heure. Une fois qu'on a imaginé le pire, hein, à travers la littérature, les films, etc., parce que Hollywood est très fort pour nous faire les scénarios les pires, évidemment, et donc notre imaginaire est nourri de cette catastrophe, alors qu'on ne sait pas si elle va devenir. Mais on a Mad Max et puis La Route, etc. Bon. Mais c'est un effet cathartique, c'est-à-dire qu'on peut, à travers ces œuvres, voir jusqu'où ça pourrait aller en poussant le bouton, en disant bah, si jamais on pousse ça jusqu'au bout, qu'est-ce que ça donne? Donc c'est ça que la science-fiction peut nous permettre d'aborder et de réfléchir. Mais voilà, ça permet de se dire bon ben ok, mes craintes les pires peuvent être matérialisées par ces œuvres. Et du coup, je peux traverser ces émotions en les regardant. Ok, très bien. Donc c'est possible, hein, mais c'est pas, on va pas s'arrêter là. Hein. On va pas se dire qu'il n'y a plus d'espoir, parce qu'en fait, l'espoir a fait mur, en fait, pour de bon.
Et donc, comment est-ce que ces émotions peuvent servir pour alimenter un moteur en chacun de nous et nous faire peut-être sortir de cette éco-anxiété, etc. Tout à l'heure, je ne vais pas mentionner, mais il y a d'autres termes aussi. On parle aussi de solastalgie. Mais la solastalgie, c'est plus quand on est affecté par la dégradation non réversible des environnements qui jusque-là nous rassuraient. Si vous voyez votre maison d'enfance, etc., qui a brûlé, un incendie, etc. Non, pas du tout. Qui est entouré d'un paysage effectivement qui s'est abîmé, mais quelque part, vous pouvez là aussi ressentir une douleur, une tristesse. Certaines populations, d'ailleurs, encore parenthèse, les Inuits ou en Australie ont rapporté des émotions qui s'apparentent au deuil, en fait, quand vous avez perdu le paysage qui jusque-là était associé à votre culture, c'est quelque chose qui a disparu, et donc vous devez en faire le deuil. En fait, ce deuil, il est sans fin, c'est-à-dire que chaque jour, chaque mauvaise nouvelle, etc., nous laisse penser que notre avenir sera bien différent de ce qu'on a connu par le passé. En fait, ça c'est vrai pour tout le monde, finalement. C'est pas d'hier. Et il faut sans arrêt, en fait, se confronter à ces problématiques complexes qui sont comment est-ce que j'accepte que les choses soient compliquées et pour autant, qu'est-ce que je vais essayer de faire dans mon quotidien pour avancer tout de même et faire en sorte que les miens, ou les gens que j'aime, ou les gens que je respecte, ou les animaux que je respecte, ou le vivant finalement, ou la planète finalement qui mériterait aussi des égards, mes actions puissent avoir le moins d'impact pour elles et pour eux. Et comment est-ce que tout ça finalement finit par donner une sorte de sens à mon existence? Parce que quand je suis incarcéré dans le système, à avoir un boulot qui finalement nourrit cette grosse machine qui est en train de dévorer la planète et le vivant, est-ce que finalement je ne suis pas dans une forme de dissonance cognitive qui est douloureuse pour moi en fait, mes actes ne sont pas en accord avec mes pensées, quoi. J'ai conscience qu'il y a un gros problème, et pourtant ce que je fais n'est pas en accord avec ce que je sais. Et c'est ça qui rend les gens malades, qui rend tous malades en fait. Voilà. Parce que là, on est encore bien confortablement assis ce soir à écouter une conférence et tout ça. Mais en fait, le problème est super grave. Et on devrait déjà être en train de réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour non seulement décarboner, mais en fait, décarboner, c'est pas que le problème, c'est qu'une petite partie du truc. C'est comment est-ce qu'on fait pour défaire le système qui nous a emmenés là et construire un autre qui serait, lui, capable d'être en équilibre avec les données la planète nous permet. Il y a des systèmes écologiques avec le plancton, avec le machin, et le truc qui nous donne de l'oxygène pour respirer et de l'eau pour boire, etc. Mais comment est-ce que ces ressources qui se renouvellent, le vivant nous offre une sorte de manne comme ça, là, dont on pourrait prendre le surplus, comment est-ce qu'on peut s'organiser collectivement, et ça pose la question de la démocratie, pour faire en sorte que ça puisse être dans un état un petit peu plus stable qu'une espèce de fuite en avant vers un précipice annoncé. Eh bien écoutez, voilà, ça c'est la question. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas sombrer dans le défaitisme et la paralysie? D'abord c'est en parler autour de nous, donc d'abord bien s'informer, effectivement, avec des données objectives, avec des faits, avec des choses. On discute, parce qu'on n'est pas effectivement tous d'accord, et au bout d'un moment on peut finir par arriver à une sorte de consensus, ou en tout cas des points sur lesquels on est OK et sur lesquels on va pouvoir démarrer quelque chose ensemble. Donc on fait des conférences, on discute, on se parle. Les gens qui sont affectés et qui ne se sentent pas bien, on n'est pas tout seul en fait. On est nombreux à souffrir de cette façon-là. Et donc c'est important effectivement de groupes qui puissent effectivement échanger autour de ces questions. Et donc il y a des associations, il y a des groupes de pairs, il y a juste des gens qui se connaissent et qui ont envie d'en parler. C'est important de partager les émotions. Il y a des outils qui existent, des inventaires d'émotions liées au réchauffement climatique.
qui peuvent être utilisés pour justement essayer de voir cette colère ou cette frustration ou cette voilà que j'ai eu, en fait c'est normal, voilà, c'est que c'est lié au fait que j'ai entendu un truc qui m'a fait hurler, etc. Alors qu'on devrait être tous en train de se bouger plus, etc. Bon. Donc oui, inventaire des émotions, on peut essayer de, à travers l'art et l'écriture, effectivement, faire des ateliers d'écriture, par exemple, pour ça à la base. On peut finalement utiliser cette catastrophe pour grandir, en fait, pour finir par dépasser nos névroses et nos comment disait Nicolas Hulot déjà, je de la place pour mes contradictions. Voilà, on a des contradictions, on n'est pas parfait. On voudrait peut-être partir en voyage, en avion, etc. Enfin, on a des aspirations qui sont contradictoires. Mais en prenant toutes ces questions en considération, en se regroupant, voilà, il y a des associations qui essayent de mener des actions pour sensibiliser ou pour faire un rapport de force qui permettrait de changer les choses. On peut aller se balader en forêt et essayer de se reconnecter un petit peu à la nature, au vivant. On peut faire plein de choses ensemble. Et surtout, ensemble, on peut... on est fort, quoi, quelque part. Voilà. C'est que les intérêts des grandes compagnies, etc., des lobbies, enfin, qui freinent, parce qu'en fait, quand on est ensemble, une bonne idée, par exemple, ça serait de se fier à des experts, de se former quand on est des citoyens, et puis de se réunir en disant quelles seraient les mesures qu'on pourrait prendre pour faire des choses efficaces pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre en France, et de faire en sorte que ça soit juste socialement. On pourrait faire un truc comme ça serait génial. Ouais, ok. Ça s'appelle la Convention citoyenne pour le climat. Donc ça a donné 150 propositions qui étaient donc acceptables par les gens, qui étaient donc démocratiques. Même si c'était 150 personnes, mais c'était à peu près représentatif, en tout cas tiré au sort. Et bien voilà, pourtant il y a des lobbies, des intérêts économiques qui seraient lésés si jamais on décidait de réduire, évidemment, et donc ça coince, voilà. Mais on est quand même plus nombreux, en tout cas ceux qui vont en pâtir, puisqu'on a dit tout à l'heure que ça allait être les riches qui allaient s'en sortir le mieux, donc c'est une petite fraction qui détruit la planète, on est quand même 1% des gens qui font beaucoup, enfin 10% de la population mondiale fait 50% des émissions, et les 50% les plus pauvres en font que 10%. Donc en fait, c'est pas un problème de surpopulation, c'est un problème de surpopulation de riches. Et c'est là qu'il faut bien recadrer les choses. Voilà, donc j'ai un petit peu déjà dépassé, donc je vais m'arrêter là. Donc, conclusion, ces effets du réchauffement climatique sur la psyché, ils nous mettent en mouvement, ils nous donnent des émotions, et les émotions c'est pour bouger. Et donc il ne faut pas rester tétanisé, il faut se fédérer, être ensemble pour pouvoir changer les choses s'il en est encore temps. Merci.